Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de théorie des nombres, donc de l'étude des entiers. Première chose à comprendre, c'est la notion de divisibilité. Donc soit A et B, deux entiers, on va dire que A divise B. Donc cette barre-là, c'est pas le nom et, ça signifie, c'est une relation qui signifie A divise B. Et sa définition est la suivante, A divise B, c'est seulement si il existe C, qui est un entier, tel que B est égal à A fois C. Donc on lit ça en disant A divise B ou A est un diviseur de B ou B est un multiple de A. Par exemple, 2 divise 10 car 10 est égal à 2 fois 5. 6 divise 42 car 42 est égal à 6 fois 7. Et 7 divise 0 car 0 est égal à 7 fois 0. On a aussi des choses un peu plus surprenantes. Bon, 0 ne divise pas 7, ça c'est pas si mal, parce qu'il n'existe pas de valeur C ici qui fait en sorte que 7 est égal à 0 fois C. Mais la dernière est plus surprenante. 0 divise 0, parce que 0 est égal à 0 fois... Il existe un C ici. En fait, il en existe même une infinité. Donc, étant donné qu'il en existe un, en conséquence de la définition, on est forcé de dire qu'effectivement 0 divise 0. Autre exemple, trouver tous les diviseurs positifs de 60. Ben, les diviseurs de 60, ils viennent par paire. J'ai 1 fois 60, 2 fois 30, 3 fois 20, 4 fois 15. Ensuite, 5 fois... où est-ce que je suis rendu? 5 fois 12 et 6 fois 10. Un théorème sur les propriétés de la relation de divisibilité. Donc, si A divise B et A divise C, alors A divise B plus C. Si A divise B, alors A divise B fois C. Si A divise B et B divise C, alors A divise C. Donc ça devrait vous faire penser à la transitivité. Effectivement, la relation elle est transitive. Et le tout dernier, si A divise B et B divise A, alors A est égal à plus ou moins B. Donc c'est presque l'antisymétrie. Si on n'avait pas la possibilité du moins, ce serait de l'antisymétrie. Preuve de la première affirmation. Donc on commence avec deux hypothèses, A divise B et A divise C. A divise B, ça signifie que B est égal à A fois une certaine constante R. A divise C signifie que C est égal à A fois une certaine constante S. Maintenant, si on additionne B et C, on trouve AR plus AS. On peut mettre A en évidence et on trouve R plus S. Maintenant, le fait que cet entier-là, l'entier R plus S existe, ça nous indique que A divise B plus C. Conclusion, A divise B plus C. Deuxième affirmation, on commence avec A qui divise B, donc B est égal à A fois une certaine constante R. Si je multiplie de chaque côté de l'égalité par C, je trouve que B fois C est égal à AR fois C, que j'utilise l'associativité et je trouve que c'est A fois RC. Le fait que l'entier RC existe m'indique que A divise B fois C. Donc, conclusion, A divise B fois C. Troisième propriété, si A divise B et B divise C. Donc A divise B, B est égal à A fois R, B divise C, donc C est égal à B fois S. Donc on prend cette équation-là, C est égal à B fois S. Le B qui est ici, on le substitue pour A fois AR, comme ceci. Ensuite, on associe R et S. Donc l'existence de R fois S, que A divise C. Et quatrième énoncé, A divise B et B divise A. Ok, donc B est égal à A fois R et A est égal à B fois S. Donc le A qui est ici, on le substitue comme étant B fois S, donc je trouve que B est égal à B fois A, S fois R. Donc il y a plusieurs possibilités rendues là. Possiblement B est nul, auquel cas on a l'égalité. Mais il y a une autre possibilité aussi, c'est que B soit non nul, auquel cas on peut diviser par B.
et trouver RS égale 1. Donc, dans le premier cas, le cas où B est égal à 1, B est égal à 0, pardon, si B est égal à 0 dans cette égalité-là, ça nous donne que A est égal à 0. Et B est égal à 0, donc ça signifie que A est égal à plus ou moins B. Dans le deuxième cas, R fois S donne 1. Donc pour deux entiers, le fait que le produit donne 1, ça nous indique qu'il y a deux possibilités. Soit ils sont tous deux égales à 1, soit ils sont tous deux égales à moins 1. S'ils sont tous deux égales à 1, ça veut dire que A égale B. S'ils sont tous deux égales à moins 1, ça signifie que A est égal à moins B. Donc dans tous les cas, on trouve que A est égal à plus ou moins B. Ensuite, il y a ce qui s'appelle l'algorithme de la division, qui est un nom traditionnellement qu'on donne à ceci, qui n'est pas un algorithme. Donc en anglais, on appelle ça un misnomer, quelque chose qui a été mal nommé, mais on vit avec parce que c'est la tradition. Donc soit A un entier et D un entier positif, alors il existe deux entiers, Q et R, tels que R est entre 0 et D. R, ça va être le reste de notre division. Donc R est entre 0 et D, et A est égal à DQ plus R. De plus, Q et R sont uniques. D est appelé le diviseur, A le divisande, Q le quotient, et R le reste. Par exemple, si je cherche le quotient et le reste de la division de 101 par 11, je trouve que 101 c'est 9 fois 11 plus 2. Donc le quotient c'est 9 et le reste c'est 2. Avec les nombres négatifs, ça donne ceci. Si je cherche le quotient et le reste de la division de moins 37 par 5, donc je trouve que moins 37 c'est égal à 5 fois moins 8 plus 3. OK? L'idée, c'est d'avoir un reste qui est entre 0 et 5, 0 inclus, 5 exclus. Donc, on ne peut pas faire 5 fois moins 7 pour moins 35 et moins 2 comme reste. Donc ça ne fonctionne pas. On ne peut pas traiter moins 37 comme on aurait traité 37. Donc ici, le quotient, c'est moins 8 et le reste, c'est 3. Prochaine définition, super importante en théorie des nombres, la notion de nombre premier. Un nombre est dit premier s'il admet exactement deux diviseurs entiers positifs. Un nombre qui n'est pas premier est dit composé. Donc les nombres premiers, on a la suite 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Théorème fondamental de l'arithmétique qui affirme ceci: tout entier positif peut s'écrire comme le produit de nombres premiers de façon unique, l'ordre des facteurs n'étant pas pris en compte. Et donc ça s'exprime dans le fait que n'importe quel nombre entier, on peut le décomposer en produit de nombres premiers. Comme par exemple 120, c'est 4 fois 30, 4 et 30 peuvent encore être décomposés. 4 c'est 2 fois 2, 30, 5 fois 6, et 6 c'est 2 fois 3. Donc au final, on trouve que 120 c'est 2 puissance 3 fois 3 fois 5. Et donc on appelle ça factoriser l'entier 120, le factoriser en nombre premier. Et on peut en parler au singulier, on dit que ceci, c'est la factorisation de 120 en produit de nombre premier, puisque cette factorisation-là, elle est unique. Quelques remarques. A divise B si et seulement si le reste de la division de B par A est 0. Deuxième remarque, si M est égal à 1 plus un produit P1 fois P2, etc. jusqu'à Pn, alors le reste de la division de M par Pi est 1. Et donc Pi ne divise pas M. Si M est égal à même chose, où P1, P2 jusqu'à Pn sont des nombres premiers, alors les facteurs premiers de M sont tous différents de P1, P2, etc. jusqu'à Pn. Par exemple, trouver la décomposition en facteurs premiers de M est égal à 1 plus 2 fois 3 fois 5. Donc ici, ça donne directement 31. Donc 31, c'est directement un nombre premier.
Mais il s'avère que si ça n'avait pas été un nombre premier, les facteurs premiers de ce nombre-là auraient été tous différents de 2, 3 et 5. Même principe si je rajoute le facteur 7, ça me donne 211. Ici, c'est un nombre premier. C'est un nombre premier qui est différent de 2, 3, 5, 7. Si on fait le produit de tous les premiers, les entiers premiers de 2 à 13, on additionne 1, ça donne 30 031. Et 30 031, c'est 59 fois 509. Et donc, cette fois-ci, ce n'est pas un nombre premier. Mais la factorisation en nombre premier me donne deux nombres premiers, 59 qui est différent de tout ceux-là et 509 qui est différent de tout ceux-là. Donc cette idée-là, j'insiste un peu là-dessus parce qu'elle va être importante dans la démonstration qu'il existe une infinité de nombres premiers. Donc cette idée-là est due à Euclide. La preuve qu'il y a une infinité de nombres premiers est due à Euclide. Donc ce qu'on va voir là, c'est une vieille idée pour démontrer ça qui a été utilisée il y a 2500 ans et qui est encore valide évidemment de nos jours. Donc ça n'a toujours pas été supplanté, fait qu'on va regarder ça. Supposons par l'absurde qu'il y ait seulement un nombre fini de nombres premiers. Disons que les seuls nombres premiers qui soient sont P1, P2 jusqu'à Pn. Alors si je forme le nombre m qui est 1 plus le produit de ces nombres premiers-là, donc ce nombre-là, m, il doit être soumis au théorème fondamental de l'arithmétique. Donc il doit pouvoir se factoriser en produit de nombres premiers. Le problème, c'est qu'on sait déjà que tous les facteurs premiers de m sont différents de P1, P2 jusqu'à Pn. Et c'est là qu'il y a une contradiction. Okay? Donc l'hypothèse qu'on a faite, l'hypothèse qu'il y a seulement un nombre fini de nombres premiers, nous a mené à une contradiction. C'est donc que cette hypothèse-là est fausse. Et donc il n'y a pas un nombre fini de nombres premiers, il y en a un nombre infini. Test de primalité. Donc primalité, ça fait référence au fait d'être un nombre premier. Ça fait pas référence au fait d'être primaire. Donc j'appelle ça le test de primalité 0, donc celui de base, le plus simple. Il a l'avantage d'être simple, mais enfin compliqué à exécuter, enfin lent à exécuter. Pour tester si l'entier n plus grand que 2 est un nombre premier, il suffit de tester la divisibilité de n par les nombres premiers p, où p est entre 2 et n. Mais en fait, on peut faire un petit peu mieux que ça. On peut faire mieux que ça parce que on n'est pas obligé de tester tous les facteurs premiers. Ça, c'est dû au fait que les facteurs premiers, enfin les diviseurs d'un nombre, s'il y en a, ils viennent par paire. Et donc, si on en a testé un côté, on teste automatiquement l'autre côté. OK, donc, cette proposition-là va nous aider pour le prochain test de primalité, soit A, B et N, trois entiers, tel que N est égal à A fois B. Alors, un des deux entiers, A ou B, est inférieur ou égal à la racine carrée de N. Et la preuve se fait par l'absurde. Si A et B sont tous deux supérieurs à la racine carrée de N, alors N, qui est égal à A fois B, est donc plus grand que racine de N fois racine de N, qui donne N. Donc, au final, on trouve que N est plus grand, strictement plus grand que N, et donc ça, c'est absurde. Donc, c'est impossible, et donc ils ne peuvent pas être tous les deux supérieurs à racine carrée de N. Donc, ça nous donne notre test de primalité 1. On peut tester la divisibilité par les nombres premiers P, qui sont entre 2 et racine carrée de N. Ici, au fond, racine carrée de N, c'est la moitié, parce que si on se souvient que les nombres, les diviseurs, ça vient par paire. Donc, si ces paires-là se rassemblent au milieu, ce ne sera pas le milieu, la moitié, mais ça va être la racine carrée. C'est là qu'est le milieu. Donc, voyons un exemple dans lequel on compare les deux tests. Je teste si 211 est un nombre premier. Donc, avec le test 0, je dois tester tous ces nombres premiers-là. Donc, c'est pas très efficace. Cependant, avec le test 1, je n'ai qu'à tester la divisibilité par 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Et pour pouvoir conclure que 211 est bien un nombre premier.
Prochaine notion, la notion de PGCD, là, donc le plus grand diviseur commun de A et B, noté PGCD AB, et le plus grand entier D, tel que D divise A et D divise B. Donc, essayons un exemple dans lequel on le calcule. On a l'entier 24 et l'entier 36. On peut commencer par trouver les diviseurs de 24, qui sont donnés dans l'ensemble, et les diviseurs de 36, qui sont donnés dans cet ensemble-là. Ensuite, on peut faire l'intersection des deux ensembles. Ça nous donne ceci. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les diviseurs communs de 24 et 36. Par définition, le plus grand commun diviseur, c'est le max de ça. Donc, le max de ça, ben, c'est 12. Fait que le PGCD de 24 et 36, c'est 12. Remarquez que ces 6 entiers-là ont quelque chose de spécial. En fait, ils ont quelque chose en commun. En fait, vous pouvez remarquer que ces entiers-là, ce sont les diviseurs de 12. Donc, c'est ça, l'intersection de D24 et D36, c'est égal à D12. Et 12, c'est le PGCD de 24 et 36. Donc, plus généralement, on a la propriété suivante. Les diviseurs communs de A et B, ce sont les diviseurs du PGCD de A et B. C'est un autre exemple dans lequel on cherche le PGCD entre 0 et 100. Donc les diviseurs de 0, tout divise 0, donc 0, 1, 2, 3, etc. Les diviseurs de 100, ben, on a 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 et 100. Les diviseurs communs, ben, ce sont les mêmes que les diviseurs de 100. Et donc, le max, c'est 100. En fait, dès qu'on a un 0 dans le PGCD, le résultat, c'est l'autre valeur qui n'est pas 0. Donc, PGCD 0x, c'est la même chose que PGCD x0, c'est x si x est différent de 0. Donc, le PGCD est toujours au minimum égal à 1. Et au maximum, il est égal au minimum entre A et B. Donc, il peut pas, évidemment, il faut que ce soit un diviseur, donc il peut dépasser ni A ni B. Les entiers A et B sont dits premiers entre eux si le PGCD est égal à 1. Donc, c'est dans le cas où est-ce que, le PGCD est le plus petit possible, on dit qu'ils sont premiers entre eux. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des nombres premiers, mais ça signifie qu'ils n'ont pas de diviseur commun, mis à part 1. Dans l'exemple suivant, on cherche toutes les paires d'entiers premiers entre eux parmi 0, 10, 12, 13 et 90. Dans cette table, on fait le PGCD, donc entre 0 et 10, ça donne 10, entre 0 et 12, 12, entre 0 et 13, 13, entre 0 et 90, 90. Entre 10 et 12, le PGCD est 2, entre 10 et 13, c'est 1, donc là, on a une paire d'entiers premiers entre eux. Vous aurez remarqué que 10 n'est pas un nombre premier, pourtant 10 et 13, on dit qu'ils sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun mis à part 1. Bon, entre 10 et 90, le PGCD est 10, entre 12 et 13, le PGCD est 1, donc on garde 12 et 13. Entre 12 et 90, le PGCD est 6, et entre 13 et 90, le PGCD est 1. Donc, on a une autre paire d'entiers premiers entre eux. Théorème, soit A, qui est un produit P1 exposant alpha 1, P2 exposant alpha 2, B qui est P1 exposant bêta 1, etc. Les décomposer en produits de nombres premiers de A et B. Alors, le PGCD de A et B, c'est P1 exposant M1, P2 exposant M2, où le IM exposant MI, c'est le minimum. Donc, on conserve les exposants minimum, et c'est comme ça qu'on peut construire le PGCD à partir de la décomposition en produits de nombres premiers. Voici un exemple. Ici, j'ai deux entiers qui sont déjà factorisés. J'en cherche le PGCD. La seule chose que je vais faire, je vais ajouter au premier le facteur 7, puisque le facteur 7 est présent dans l'autre. Et dans le deuxième, je vais ajouter le facteur 2, parce que le facteur 2 est présent.
Donc, quand j'ajoute le facteur 7, évidemment, je le mets avec un exposant 0. Quand j'ajoute le facteur 2, je le mets avec un exposant 0. Donc là, je dois comparer les exposants de l'un et l'autre. À chaque fois, je dois prendre le plus petit. Donc le plus petit de 5 et 0, c'est 0. Le plus petit de 7 et 3, c'est 3. Le plus petit de 2 et 5, c'est 2. Le plus petit de 0 et 4, c'est 0. Donc ça ici, ça me donne le PGCD de mes deux nombres. Notion sœur de celle de PGCD, c'est celle de PPCM, donc le plus petit commun multiple. C'est le plus petit entier M tel que A divise M et B divise M. Par définition, si A ou B est nul, alors le PPCM de A et B est par définition 0. On cherche d'abord le PPCM de 10 et 12, d'abord avec la définition. Donc, les multiples de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Les multiples de 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72. Donc, si je calcule l'intersection, ça va me donner les multiples communs. Donc, j'ai 60, qui est un multiple qui est commun aux deux. Le prochain, ça serait 120. Je ne les ai pas mis, il était un petit peu trop loin. Mais 120, c'est un multiple de 10 et un multiple de 12, etc. 180, 240 et compagnie. Donc, par définition, le PPCM, c'est le plus petit. Donc, c'est 60. Fait que le PPCM de 10 et 12, c'est 60. Encore une fois, ces entiers-là ont quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est que ce sont les multiples de 60. Donc, les multiples de 10, intersection multiple de 12. Donc, les multiples communs à 10 et 12, ce sont les multiples de 60. Puis, plus généralement, les multiples communs de A et B, ce sont les multiples du plus petit commun multiple de A et B. OK, le PPCM, le plus petit commun multiple, est au minimum égal à la valeur maximum de A et B et est au maximum égal au produit de A et B. On a un théorème semblable à ce qu'on avait pour le PGCD. C'est juste que cette fois-là, il faut prendre les exposants maximum. Et c'est comme ça qu'on forme notre PPCM. Donc, je passe tout de suite à un exemple. Donc, ici, j'ai mes deux nombres. Encore une fois, je rajoute les facteurs absents, donc 7 puissance 0, 2 puissance 0, pour pouvoir faire la comparaison. Donc, je prends l'exposant le plus grand à chaque fois, ce qui va être 5, 7, 5 et 4, donc 2 puissance 5, 3 puissance 7, 5 puissance 5, 7 puissance 4. Et ça, c'est mon PPCM. Une petite remarque qu'on peut faire, si on fait le produit du PGCD et du PPCM, on retrouve tous les exposants qu'on avait. Okay? Donc, on trouve le min, le max sur 2, on trouve le min, le max sur 3, etc. Donc, ces exposants-là, on peut les remettre dans le même ordre qu'on avait initialement. Donc, dans l'ordre 5, 7, 2, comme ici, 5, 7, 2. Puis dans l'ordre 3, 5, 4, comme ici, 3, 5, 4. Donc, si je fais le produit du PGCD et du PPCM, je retrouve le produit de mes deux entiers. Plus généralement, le produit du PGCD et du PPCM, ça donne le produit des deux entiers. OK, avec tout ça, on a vu assez de matière pour faire toute la section 1 des exercices dans Léa sur la théorie des nombres. Et puis après ça, vous pouvez essayer les exercices que je vous propose, que je vais résoudre au prochain cours. Deux exercices. Ah oui, c'est une petite devinette celle-là. Quels nombres ont un nombre impair de diviseurs? Donc, je vous demande de réfléchir à ça. Ensuite, exercice 1.2, on cherche à calculer le PGCD de 24 et 60 en trouvant d'abord les diviseurs de 24, les diviseurs de 60, les diviseurs communs de 24 et 60, et puis le plus grand diviseur commun de 24 et 60. Donc ça, c'est une façon lente, mais qui est
qui est très collé à la définition du plus grand commun diviseur. L'autre façon de calculer le PGCD qu'on a vu, c'est en utilisant la décomposition en facteurs premiers de 24 et 60. Donc je vous demande de faire ces deux choses-là. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée tout le monde.